Voilà, je m'appelle Charles Chauvin, je suis le directeur commercial de Datamento et j'anime tous les mois un webinaire concernant la performance et l'objectivation des pratiques au bloc opératoire. Comme je vous le racontais, pour cette session, on a fait le choix de faire un essai sur LinkedIn pour toucher une population un petit peu différente. Et donc, voilà, l'objet de ce webinaire va être de parler un petit peu des quelques conseils, méthodes et pratiques, bonnes pratiques qu'on peut avoir sur le bloc opératoire pour piloter au mieux le bloc. Rapidement, je vous explique qui est Datamento. Donc, c'est une entreprise grenobloise. On est aujourd'hui une douzaine de salariés et en fait, on a développé une solution qui s'appelle Performance Block. C'est une solution de business intelligence dédiée au bloc opératoire. Alors, on travaille essentiellement sur le bloc opératoire, mais ayant gagné donc des appels d'offres sur des benchmarks avec des ARS, on travaille bien évidemment sur d'autres plateaux comme les urgences, l'imagerie, etc. Forcément, on a plutôt tendance à croire que notre solution et son approche et son accompagnement sont finalement le meilleur moyen pour s'engager dans une démarche d'amélioration de l'organisation du bloc opératoire. Mais voilà, ce webinaire a vertu en fait à toucher tout le monde, les clients, tout comme finalement n'importe qui serait intéressé par les logiques de performance au bloc ou ailleurs. Concernant Datamento et Performance Block, nous, notre rôle consiste à vous fournir un service clé en main pour objectiver les pratiques du bloc sur une méthode en 5 étapes. 5 étapes qui sont en soi pas bien compliquées sur l'idée, plus délicates sur la réalisation. On vous accompagne dans un premier temps sur l'intégration et la correction des données. Alors, c'est à mon sens l'étape la plus importante pour qui veut prendre des décisions collégiales et acceptées. Donc voilà, c'est quelque part le prérequis, avoir des données fiables et acceptées. La deuxième étape, ça va être de vous aider à utiliser des indicateurs métiers en allant finalement plus loin qu'un simple taux d'occupation de salle. On vous propose par exemple d'étudier des taux d'activité ressources. C'est ce qui vous permet en particulier d'avoir un regard sur des risques de burn-out, d'absentéisme ou d'arrêt maladie de vos équipes. On propose également des taux d'activité en vacation. L'idée, c'est d'avoir plutôt qu'un regard sur la salle, plutôt un regard sur les RH, le bon usage ou mauvais usage des ressources humaines. La troisième étape, ça va être de vous aider à finalement pouvoir identifier vos cibles dans un référentiel spécifique et de vous aider à fixer les bons objectifs. Quatrième étape, on vous aide à diffuser l'information parce que finalement, c'est l'ensemble du bloc, voire même plus, qui doit prendre part à l'amélioration du plateau technique. Donc, on vous montrera, entre autres, sur ce webinaire comment y parvenir. Et puis, la dernière étape, c'est on vous soutient dans vos prises de décision en vous aidant, en faisant ce qu'on appelle donc de la data analyse, en vous aidant à construire des rapports et des tableaux de bord relatifs à vos problèmes récurrents. Alors, nos clients en fait, ont besoin beaucoup de nous, parfois un peu moins, suivant leur autonomie, leurs compétences et la disponibilité des équipes. Pardon. Mais voilà, ce webinaire, encore une fois, est destiné à tous, clients ou pas. On va rentrer dans le vif du sujet et parler dans un premier temps des enjeux de la gestion du bloc opératoire, qui est un aspect critique pour tout établissement MCO. On va pouvoir identifier plusieurs types d'enjeux. On va pouvoir, par exemple, parler de l'optimisation des ressources. C'est quelque chose qui est vraiment primordial, d'optimiser ces ressources disponibles, que ce soit en fait par rapport aux salles d'opération, le personnel médical et paramédical, les équipements chirurgicaux, les consommables, etc. C'est vraiment essentiel de pouvoir assurer une planification et une allocation efficace de ces ressources pour maximiser l'efficacité et la productivité du plateau. La gestion du planning, c'est un enjeu également très important, c'est un gros défi. Faut savoir tenir compte de différents facteurs comme, la dispo des chirurgiens, les priorités des patients, les urgences à intégrer, les temps d'opération qui sont estimés et donc finalement, l'objectif derrière ça, ça va être d'éviter les retards, les annulations et finalement surtout la sous-utilisation des plages horaires disponibles, tout en étant capable de garantir une prise en charge appropriée des patients. On va s'intéresser aussi fortement donc à un enjeu qui est principal, donc de la gestion du bloc opératoire sur, l'amélioration de la qualité des soins. Donc c'est important pour vous, de pouvoir collecter des données précises et fiables afin d'identifier les domaines, d'amélioration et de mettre en place des actions correctives. La gestion des coûts, alors c'est toujours un peu tabou de parler santé et finances, mais la gestion des coûts, c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour les établissements hospitaliers. Les ressources qui sont utilisées dans le bloc opératoire, ça va représenter finalement une part très significative des dépenses hospitalières et donc c'est crucial de pouvoir optimiser, cette utilisation de ressources tout en minimisant les coûts, par exemple en réduisant les temps d'attente, en évitant les prolongations non nécessaires des chirurgies et en optimisant l'utilisation des dispositifs médicaux.
Il y a un point également qui est essentiel, donc la sécurité du patient, qui est une priorité absolue pour tous les gestionnaires du bloc. Donc important pour vous de mettre en place des protocoles stricts qui vont vous permettre de prévenir des erreurs médicales, des infections nosocomiales et cetera. Donc voilà, quelque chose qui est à monitorer. Voilà, donc ça, c'est une partie que nous, on ne va pas directement gérer, qui va être faite avec, d'autres partenaires. La gestion du temps, c'est essentiel pour, pouvoir maintenir un flux de travail régulier et éviter les retards ou les dépassements du temps dans le bloc opératoire. Donc, il faut optimiser la séquence des chirurgies, chercher à anticiper les besoins, aussi bien en équipement qu'en RH par rapport en fait à on peut imaginer l'intégration des urgences. Je travaille sur un établissement avec de la saisonnalité, je dois prévoir les congés, je dois prévoir en fait des pics d'activité, peu importe. Et on doit aussi être capable de minimiser les temps d'attente pour les patients, de prévoir des marges de manœuvre pour faire face aux urgences et aux imprévus. On va également tenter de parler avec vous donc de la collaboration interdisciplinaire. Donc, il faut vraiment que les différentes parties prenantes aient une collaboration étroite. Donc, on parle notamment des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmiers, infirmières, techniciens et gestionnaires. Il faut chercher à favoriser une communication fluide, être capable de partager les infos pertinentes, de coordonner les plannings, de voir en fait comment caler les interventions. Et l'idée, c'est de faciliter le travail d'équipe pour assurer une prise en charge optimale des patients. On vous invite également à avoir un regard, bien entendu, sur toutes les évolutions technologiques. Alors, on parle des technologies, mais également des évolutions méthodologiques. D'une part, pour améliorer la qualité de vie au travail, la qualité de prise en charge du patient et faire en sorte, aussi, au final, quelque part, d'avoir une logique financière afin de pouvoir, si possible, réduire les coûts et pouvoir prendre en charge un maximum de patientèle. On a vu les enjeux. On va pouvoir parler des obstacles. Il y a pas mal d'obstacles dans un hôpital, que ce soit de type structurel, organisationnel ou psychologique, qui peuvent entraver la prise de décision efficace, alors malgré l'existence d'indicateurs de bloc, hein. Donc, on va pouvoir parler dans un premier temps donc, de la structure qui est assez complexe de par sa taille. Il faut comprendre que dans un hôpital, il y a des hiérarchies, il y a des départements, il y a des processus interconnectés et toute cette complexité peut rendre difficile la prise de décision rapide et efficace parce que ça nécessite finalement de pouvoir coordonner de multiples acteurs et de naviguer en fait à travers des procédures administratives. Bien souvent, on se rend compte que voilà, qu'il y a pas de définition très claire des rôles et des responsabilités et il peut y avoir des ambiguïtés quant à qui est responsable de prendre telle ou telle décision spécifique. Donc ça peut entraîner finalement une paralysie décisionnelle ou même des conflits entre les parties prenantes. Alors les cultures organisationnelles, sont parfois ancrées, dans des méthodes de travail, un petit peu traditionnelles qui peuvent, proposer une forme de résistance au changement et de frein en fait à l'adoption de nouvelles pratiques décisionnelles. Donc voilà, qui dit, résistance au changement dit, difficulté finalement à pouvoir coordonner ses équipes, à avoir en fait, le regard qui va dans la même trajectoire. Un point qui est très important pour moi, donc le manque d'expertise en analyse de données. Les décideurs, manquent parfois, cruellement en fait, de compétences en matière d'analyse des données et d'interprétation des indicateurs. Ça peut rendre difficile finalement la compréhension et l'utilisation appropriée des informations disponibles, ce qui limite finalement leur capacité à prendre des décisions éclairées. Donc on verra, là-dessus par la suite, comment est-ce qu'on va pouvoir en fait, résorber ce point-là. On a bien souvent donc des barrières de communication, comme le manque de partage d'informations, des conflits interpersonnels, des silos organisationnels qui peuvent entraver la prise de décision efficace. Donc finalement, une communication qui va être inefficace, ça va conduire à des informations erronées, à des malentendus ou même à des retards dans la transmission des données nécessaires à la prise de décision. Donc voilà, on se rend compte qu'à l'hôpital, il y a plusieurs départements, il y a plusieurs plateaux, il y a plusieurs en fait types de directions, plusieurs types d'acteurs et c'est assez délicat, voire compliqué de pouvoir faire interagir tout le monde. Donc voilà, on pourra vous proposer quelques clés de réflexion en fait, sur la communication. La résistance au changement, on en parle un petit peu. Voilà, certains individus peuvent être, assez attachés à des méthodes de travail, familières et ils vont hésiter à adopter de nouvelles approches, même si les données les soutiennent. Donc là, il y a tout un travail de pédagogie à faire. Donc la direction peut s'en emparer, elle peut être accompagnée, de prestataires tels que nous pour finalement, faire un peu le liant, pas mal de pédagogie pour expliquer en quoi le changement en fait, n'est pas un frein et en quoi en fait, il est possible à travers les données de pouvoir objectiver et de se rendre compte en fait d'un futur optimiste.
Et enfin, la surcharge de travail, on sait bien qu'à l'hôpital, les équipes, de manière générale sont confrontées à une charge de travail qui est importante et qui ont de fortes contraintes de temps. Donc ça peut rendre finalement difficile, de consacrer du temps à l'analyse des données et à la prise de décision. Alors comment est-ce qu'on fait pour, contourner ces quelques points que je viens d'évoquer? Eh ben, on va essayer d'en parler, en fait, rapidement, sachant que par la suite, on ira sur notre plateforme de business intelligence pour, voilà, montrer un petit peu comment est-ce que tout ça, peut s'articuler autour d'une solution. Alors, on va déjà chercher à clarifier, les rôles et les responsabilités en désignant des décideurs clés et en définissant des processus de prise de décision clairs. On va en parler plus tard. On va chercher à promouvoir une culture, organisationnelle qui va être axée sur la transparence, la collaboration et l'ouverture au changement. Si j'en reviens en fait aux indicateurs de bloc, bien souvent on se rend compte qu'il y a malheureusement que 3 sachants, 3 personnes qui possèdent l'information, qui ont accès de façon assez légitime et finalement, ça peut paraître aberrant parce que quand je parle d'un taux d'occupation de vacation, derrière la vacation, finalement, j'ai toutes mes équipes paramédicales. Et je ne sais pas, posez-vous la question de savoir si vos équipes paramédicales ont accès, aux indicateurs de performance du bloc opératoire. Bien souvent, ce n'est pas le cas. Donc voilà, on parle de ces personnes-là sans leur communiquer les informations qui les concernent et donc pour le coup, voilà, ça peut créer des tensions, ça peut créer en fait, quelques frictions entre les différentes équipes et surtout, vous empêcher d'avoir le soutien et parfois même les bonnes idées des équipes paramédicales pour, améliorer le fonctionnement du bloc opératoire. Je vous invite fortement à investir dans la formation, hem, spécifiquement sur, les analyses des données, auprès des personnes qui seront concernées et des décideurs. Alors on voit qu'on envoie souvent finalement des équipes, faire des formations auprès de l'ANAPS, donc c'est excellent. Ils vont apprendre beaucoup de choses sur l'aspect méthodologique, mais finalement quand il va s'agir de forer vraiment l'indicateur, de pouvoir rentrer dans le détail d'un dysfonctionnement, d'une désorganisation, de manipuler un énorme tableau Excel de 4 000 lignes et de 12 pages, ou alors une solution de BI, voilà, c'est pas forcément des profils qui ont pu acquérir ce type de compétences. Donc voilà, n'hésitez pas à investir un peu de formation, pour les rendre plus autonomes et plus légitimes sur ces points-là. Ça facilitera beaucoup de choses sur les prises de décision. Ouvrir des canaux de communication. Alors, c'est vraiment important d'avoir une communication qui soit efficace en établissant des canaux de communication qui vont être ouverts et en encourageant le partage d'informations afin de réduire aussi les barrières de communication. Alors, moi, aujourd'hui, personnellement, je me pose réellement la question sur 2 points spécifiques. Le premier point, c'est l'objet du mail, donc l'intitulé dans l'objet du mail. Je crois qu'il y a un gros travail à faire là-dessus, parce qu'on est tous abreuvés de mails. Finalement, certains vont être lus, d'autres non, d'autres vont passer directement à la corbeille. Donc, l'objet du mail, à mon sens, est quelque chose qui est fortement à travailler, avec des nominations un peu spécifiques pour qu'on puisse savoir ce qu'on consulte et savoir quel est le niveau d'urgence de l'information transmise. Et je me pose également la communication en fait du retour au papier. Encore une fois, on reçoit beaucoup de mails, avec des pièces jointes, tout n'est pas forcément ouvert. Mais typiquement, lorsque je vais produire un rapport de conseil de bloc, moi, à titre personnel, tout le monde ne le fait pas, après ça regarde chacun. Voilà, j'invite pas mal de gens, si possible, à l'imprimer finalement et à le remettre en main propre à la personne concernée et à lui expliquer, qu'est-ce que je vais attendre de lui par rapport à ce document. Donc on s'assure déjà que la personne a reçu le document et en plus on s'assure également qu'elle a bien compris les directives relatives à ce document. On va chercher à impliquer activement les parties prenantes dans le processus de prise de décision, alors en favorisant leur participation et en les sensibilisant aux enjeux et en valorisant leur contribution. Donc on en parlera par la suite. C'est le rôle des managers, donc des différents managers, de pouvoir créer ce lien-là et d'impliquer tout le monde. Et enfin, on va chercher, à autant que possible, à alléger la charge de travail en optimisant les processus et en fournissant un soutien adéquat, ainsi qu'en veillant à ce que le personnel dispose du temps nécessaire pour s'engager dans la prise de décision basée sur des données. Alors c'est quelque part le chat qui se mord la queue parce qu'il faut être capable de prendre des décisions pour qu'on ait le temps de pouvoir prendre des décisions. Donc on verra par la suite que voilà, nous on propose entre autres la constitution d'un binôme contrôle de gestion cadre qui peut être une bonne issue là-dessus. Je vous propose de réfléchir alors voilà, c'est ma vision, aucune vision n'est fausse, peu importe ce que vous ferez. L'idée, c'est d'avoir surtout une dynamique et un esprit d'initiative. Mais, dans le cadre de cette réflexion, moi je suis parti du principe qu'on allait constituer 2 groupes de leaders pour, aider à initier une démarche d'amélioration continue au bloc opératoire.
Le premier groupe de leaders que je propose, encore une fois, il peut être alternatif dans votre établissement, ça va être le directeur d'établissement, le chef de pôle et le directeur référent, qui doivent être en fait les fédérateurs, entre autres, d'un état d'esprit. Alors ce trinôme doit être garant de la philosophie et de la structure et de la stratégie. Il doit être capable de communiquer sur la légitimité des collaborateurs. Le principe de légitimité, c'est assez simple, hein. C'est pourquoi est-ce qu'une autorité éloignée devrait-elle prendre des décisions ayant une incidence sur des acteurs dont elle ne connaît pas à 100% le périmètre, les missions ou les habitudes de travail. Au bloc, par exemple, bah, c'est tout à fait légitime qu'un chirurgien, en fait, enfin, c'est légitime qu'un chirurgien puisse décider ou un anesthésiste sur une décision médicale qui concerne un patient. On peut se poser la question, là, pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas finalement en être de même sur des questions d'ordre organisationnel, sur des achats ou sur des choix de recrutement. Donc voilà, les acteurs du bloc sont légitimes pour décider sur ce qui les concerne, aussi bien paramédical, médical que soignant. Le trinôme doit encourager les prises de décision par les acteurs du terrain. Ces décisions devront par contre par la suite être mises en œuvre par la structure hospitalière en entier. Et donc dans ce modèle de management, la confiance s'accompagne alors forcément de l'autonomie et donc un pouvoir doit être délégué au pôle clinique et au pôle médico-technique. Donc s'il fallait résumer, donc cette confiance associée à cette autonomie va créer la performance qui elle-même va déclencher l'initiative, de la créativité et finalement de l'envie d'avancer au cours d'un collectif qui sera devenu très solidaire. Et enfin, le dernier point, c'est le rôle de protecteur. Le manager doit pouvoir protéger ses équipes. Je peux prendre un exemple quelconque. Un cadre qui va faire le choix de prendre une décision relative d'évacuation d'une spécialité aura de fortes chances d'avoir finalement, bah, voilà, non pas affronter, mais en tout cas à se confronter au chirurgien. Voilà, il faut que ce trinôme soit en soutien de ce cadre, le protège et aille dans son sens en ayant en amont préparé en fait la réunion, bien entendu. Mais il faut que, voilà, que tout le monde en fait se serre les coudes quand il va s'agir de décider, de trancher des questions. On va en venir maintenant donc à un autre groupe qui est cette fois-ci un binôme, donc le binôme contrôle de gestion et cadre. Alors c'est un binôme que j'appelle enthousiaste et actif et c'est vrai que voilà, ces 2 vertus sont essentielles à mon sens, même si c'est pas toujours évident dans le cadre d'un hôpital. Hem, il n'est pas forcément toujours juste ni pertinent de demander à un cadre de bloc de manipuler un tableau Excel, on en parlait tout à l'heure, ou même une solution de BI. Par contre, il est demandé d'avoir une expertise métier sur le bloc opératoire. En revanche, un contrôleur de gestion, lui, est tout à fait habitué à manipuler des datas, à forer des indicateurs et à filtrer des sujets. Donc le binôme contrôle de gestion cadre est par conséquent une évidence pour moi à mettre en place et un système qui vous fera gagner du temps et vous assurera la communication de données objectives et qui font sens plutôt qu'un énorme tableau Excel illisible et inutilisable. Le travail de ce binôme va commencer dès la correction des données. Je vous montrerai tout à l'heure en partageant à nouveau l'écran sur la plateforme de BI. Faut être capable non seulement de corriger ce qu'on appelle nous les atypies, donc c'est les problèmes d'exhaustivité, de chevauchement qu'on peut rencontrer sur les tops opératoires, mais c'est aussi être capable d'associer les interventions délocalisées dans une autre salle à la salle prévue à la vacation. C'est pas très clair tout de suite comme ça, mais rassurez-vous, je vous expliquerai en fait avec une vue graphique tout à l'heure. Et enfin, donc le contrôleur de gestion et le cadre vont pouvoir, sur la base d'un suivi de tableau de bord et de rapport, construire des mémos dans lesquels et sur la base de la gouvernance en fait instaurée par l'établissement, ils vont pouvoir donner des devoirs aux différents acteurs du bloc opératoire. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait en deux phases. D'abord en amont, donc la gouvernance où on file des rôles, on donne des rôles en fait à chacun des acteurs du bloc opératoire. Et après, on explique que le contrôleur de gestion et le cadre sont légitimes pour voilà, dispatcher en fait tel ou tel sujet. On parle de devoir, on ne parle pas d'ordre. C'est juste voilà, il y a des sujets qui sont à traiter, on les communique à la personne concernée. On va en venir au circuit de décision qui doit être décomposé en étapes clés, en jalons et en actions à entreprendre à chaque étape. Alors, il faudra être capable de mettre l'accent sur l'importance de la collecte des données précises et la collaboration entre les parties prenantes. On a 5 étapes, me semble-t-il, ou 4, on va voir, je ne me rappelle plus. Stress. Donc, première étape, il s'agira de collecter les données. Donc, avec un premier jalon qui est d'identifier donc, les indicateurs de performance pertinents pour évaluer le bloc opératoire et les actions derrière, ça sera effectuer une revue des indicateurs recommandés par les organismes de santé et les directives nationales. Donc, on pense bien entendu à l'ANAP, mais on peut aller chercher en fait ailleurs.
Il faudra également identifier les indicateurs spécifiques à votre établissement en fonction de vos objectifs et de vos besoins. C'est ce que j'évoquais en amont. On est capable de faire du spécifique avec des taux d'activité ressources ou des taux d'activité en vacation. Mais après encore, faudra-t-il les regarder sur un niveau de spécialité, sur un jour donné. On pourra en fait faire des indicateurs spécifiques sur l'intégration des urgences, par exemple, sur les TVO vides, sur les taux d'annulation. Enfin, voilà, l'idée, ça sera de faire un focus en fonction des principales problématiques que vous aurez identifiées. Et donc, il faudra également déterminer les sources de données nécessaires pour collecter les infos pertinentes. Aujourd'hui, ben, on peut se connecter directement depuis la feuille de bloc, la feuille d'écologie. On peut récupérer les informations du logiciel de bloc. Avec Datamento, on peut récupérer depuis le logiciel d'anesthésie également, depuis le DPI, depuis en fait des sources en fait RH. Enfin, l'idée, c'est d'aller chercher les sources d'informations qui nous intéressent, de ne pas forcément tout prendre. On peut rester sur un seuil modeste pour commencer et après étendre en fonction des problématiques qu'on aura pu identifier. Deuxième jalon, on va mettre en place un système de collecte de données fiables et régulier. Donc, pour cela, quelques actions. D'abord, établir des protocoles de données standardisés pour assurer la cohérence. Donc, tous les mois, faire en sorte de récupérer de la même manière, sous le même rythme, les données d'entrée qui nous intéressent. On va chercher à former le personnel sur les méthodes de collecte de données appropriées. Et idéalement, il faut utiliser des outils technologiques avec des systèmes de gestion des données ou des solutions de business intelligence comme Performance Block pour faciliter la collecte et le stockage des données. Donc, j'en viens à cette notion d'association des interventions, d'appairage que je vous évoquais tout à l'heure, sur lequel, en fait, il y a un point méthodologique que je veux faire avec vous afin de vous garantir de données fiables et irréfutables. Alors, c'est un petit planning de bloc opératoire. On est sur le 6 mai 2019 et donc je vais faire un focus sur la salle 3. Donc si je fais un focus sur la salle 3 et que je m'intéresse à la vacation d'orthopédie, je constate de l'activité de 10h21 à 17h45. J'en conclus qu'il y a un énorme retard au démarrage, des temps interpatients qui sont hallucinants et du débordement. Mais oui, mais non. Car vous devez être capable de pouvoir rattacher l'entièreté des interventions relatives à cette vacation pour faire vos calculs de manière totalement honnête. Et dans la vraie vie du bloc opératoire, l'ortho a travaillé d'abord en salle 1, parce que la salle 3 n'était pas prête ou que le cialytique était en panne, peu importe, et qu'elle a également, pour des raisons d'optimisation du processus, travaillé en salle 4. Et donc là, si on venait à calculer un taux d'occupation avec l'association et sans l'association, la différence de résultat, pour l'exemple, serait de plus de 30 points. Et donc présenter des indicateurs de performance avec 30 points d'erreur, même 5 points, à un chirurgien et vous avez la certitude qu'il va vous recevoir et que vous ne pourrez pas avoir son adhésion et vous aurez même une levée de bouclier sur vos décisions et à juste titre, car vos données, en fait, enfin vos diagnostics seraient faux. On passe à l'étape 2, qui est donc l'analyse des données. Premier jalon, analyser les données collectées pour évaluer les performances actuelles du bloc opératoire. On va donc là, pour cela, utiliser des outils d'analyse statistique et de visualisation pour identifier les tendances et les variations. Alors, vous pouvez faire avec un tableau Excel, beaucoup le font, c'est assez compliqué. Bien entendu que je privilégie d'utiliser une solution Performance Block, voilà. Mais depuis voilà, Excel, bon, c'est un moindre mal, ce sera toujours mieux que de rien faire, mais l'analyse est tout de même assez rudimentaire et complexe. Vous allez chercher en fait par la suite à comparer vos résultats aux normes et aux objectifs fixés. Donc en fait, on parle de benchmark ou de cible. Benchmark, vous pouvez vous benchmarker vous-même par rapport à une période précédente. Vous pouvez éventuellement vous comparer à des établissements de taille comparable, par exemple, ou qui ont la même saisonnalité, peu importe. L'idée, c'est de se fixer des cibles et des objectifs. Et une fois qu'on aura fait ça, on va chercher à évaluer les écarts et les domaines qui vont nécessiter des améliorations. Deuxième jalon pour ce point-là, on va chercher à interpréter les résultats et identifier les problèmes et les opportunités d'amélioration, avec comme action d'impliquer les parties prenantes clés dans l'interprétation des résultats, de discuter des implications des résultats en termes d'efficacité, de qualité et de gestion des ressources, et d'identifier les problèmes récurrents ou les domaines où des améliorations sont nécessaires. L'idée, c'est voilà, de ne pas partir dans n'importe quel sens, de ne pas en fait s'intéresser à des problèmes en fait non significatifs, mais d'aller en fait sur des sujets en fait qui méritent toute leur attention. On en vient en fait à la troisième étape qui va consister à prioriser les décisions. Donc là, on va classer les problèmes ou les opportunités d'amélioration en fonction de leur impact potentiel et de leur faisabilité. Donc pour ça, on va chercher à évaluer l'importance relative de chaque problème ou opportunité. On va considérer si c'est faisable en fait d'entreprendre des actions en tenant compte des ressources qui sont disponibles. Deuxième jalon, on va définir des décisions prioritaires à prendre pour améliorer l'efficacité et les résultats du bloc opératoire. En faisant quoi? En identifiant les décisions clés qui auront un impact significatif sur la performance du bloc,
comme je vous racontais, si je m'intéresse à une spécialité qui a 100 heures de TVO et si je m'intéresse à une spécialité qui a 10 heures de TVO, voilà, même si finalement j'ai 50% d'inactivité sur le TVO où j'ai que 10 heures, voilà, c'est une forte dégradation du taux. Toutefois, en fait, j'aurai uniquement 5 heures à récupérer alors que j'aurai peut-être un levier beaucoup plus important sur le TVO qui sera important. Et donc, on va chercher à fixer des objectifs clairs pour chaque décision. Avant-dernière étape, la consultation et la collaboration. Premier jalon, on va chercher à impliquer les parties prenantes dans le processus de décision. Donc pour ça, on va organiser des réunions ou des groupes de travail pour discuter des résultats et des décisions proposées. On va encourager la participation active et la contribution des parties prenantes, y compris les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmières et les gestionnaires. Deuxième jalon, on écoute, c'est-à-dire qu'on va recueillir les opinions et les perspectives des parties prenantes. En faisant quoi? En favorisant un environnement ouvert où les parties prenantes peuvent exprimer leurs idées et leurs préoccupations, et en prenant en compte les différentes perspectives pour parvenir à des décisions éclairées. Donc là, encore une fois, quand on parle d'écouter, tout le monde a voix au chapitre. Pour le coup, voilà, les aides-soignantes, les équipes paramédicales, tout le monde en fait peut s'investir sur ces projets-là, si ça concerne en fait un domaine de compétences qui est accepté. Dernière étape, on arrive enfin à la prise de décision et à la mise en œuvre. Donc, on va chercher à prendre des décisions qui vont être basées sur l'analyse des données, la consultation des parties prenantes et les objectifs fixés. Donc, pour ça, voilà, on aura identifié les mesures spécifiques à prendre pour chaque décision et on aura défini les responsabilités et les échéances pour la mise en œuvre des décisions. Le deuxième jalon, voilà, mise en œuvre et on surveille l'impact. En faisant quoi? Donc, on suit la mise en œuvre des décisions et on regarde les résultats. Et puis, on effectue un suivi régulier pour évaluer l'efficacité des décisions prises et apporter des ajustements si nécessaire. Donc là, je vous fais juste un petit rappel presque philosophique, mais c'est vraiment essentiel de souligner que la collaboration et la communication, la communication continue entre les parties prenantes tout au long de ce circuit de prise de décision sont vraiment cruciales pour pouvoir garantir une prise de décision éclairée et une amélioration continue de la gestion et de l'organisation du bloc opératoire. Nous, on propose une solution de BI. Voilà. Après, on est vraiment là en soutien, mais s'il n'y a pas une politique en interne où on cherche d'une part la légitimité, la confiance et l'autonomie, la collaboration et la communication, ça va être compliqué de pouvoir changer l'organisation et améliorer l'organisation. Donc, dans la vraie vie, ça donne quoi? Finalement, on va demander au binôme contrôleur de gestion, cadre de bloc, de se prendre 5 minutes par jour pour corriger les données de la veille. Donc, on parle des atypies, donc les chevauchements, les chronologies. On va leur demander de consacrer une demi-heure par mois pour gérer l'association des interventions, donc les interventions qui sont délocalisées, qui doivent être attachées à la vacation mère. Alors, c'est 30 minutes par mois, mais ça peut être fait aussi quotidiennement, c'est selon le besoin, sachant que là, si on corrige, enfin, on fait l'appairage une fois par mois, on aura des indicateurs fiables et définitifs une fois par mois et on pourra consulter tous les jours les indicateurs de manière en fait plus ou moins aléatoire sur leur niveau en fait de justesse, mais suffisant pour pouvoir piloter le bloc, entre autres les réunions de régulation. Chaque semaine, on consulte les tableaux de bord pour animer la réunion de régulation, pour voir s'il y a des atypies, pour voir s'il y a des dysfonctionnements, pour voir s'il y a des écarts types très significatifs et agir en fonction, voir quel était l'impact des vacances scolaires, voir en fait quel était l'impact de l'absence de telle personne. On a eu beaucoup d'urgences la semaine dernière, qu'est-ce que ça va impliquer sur la semaine à venir? Chaque mois, on va consulter un rapport conseil de bloc. Donc, c'est un rapport conseil de bloc, mais ça peut être un rapport direction. Enfin, suivant le profil, tout le monde n'aura pas le rapport, mais on vous invite à avoir un rapport à étudier chaque mois, en le comparant, si possible, avec une période passée. Donc, soit le mois passé, soit en fait plusieurs mois passés, soit le mois de l'année précédente. Enfin, différents formats qui seront disponibles. Et on prépare donc un rapport à la volée afin de donner des devoirs pour tous. Donc ces rapports à la volée peuvent être construits et consolidés par le binôme conseil de contrôleur de gestion cadre de bloc, mais également par les chefs de pôle, par les chefs de service, par les directeurs référents, voilà, par toute personne qui souhaitera s'impliquer dans la vie du bloc opérateur. Et donc on décide, et on décide. Je vous donne 2 tips pour justement essayer d'insuffler cette bonne dynamique au bloc opératoire. La première consiste sur le fait d'aller vite. Donc, on s'est rendu compte que finalement, les organisations qui réussissent sont celles qui prennent des décisions rapidement. Ce n'est pas celles qui prennent les bonnes décisions. Finalement, dans pas mal d'univers, et pour l'hôpital, c'est valable aussi,
on voit que la plupart des décisions devraient être prises avec 70% des informations dont vous avez besoin. Si vous attendez d'avoir 90 voire 100% des informations, dans la plupart des cas, vous serez en retard. Donc, je vous rappelle qu'une heure de bloc, c'est entre 3 à 400 euros. Donc, si vous attendez pour remplir en fait les créneaux vides ou pour réallouer les vacations, bah, vous allez laisser perdurer et agir un dysfonctionnement. Et pour moi, c'est quelque chose qui dort de l'aberration. Donc, cherchez à aller vite en gardant en tête le prérequis que j'ai évoqué tout à l'heure, donc d'avoir des données sources fiables. Et finalement, pourquoi aller vite? Parce que si on prend des décisions au bloc opératoire en mars avec les infos du mois de janvier, ça va être une erreur. Ça va être totalement, pas du tout crédible. Et en plus, c'est quelque chose qui peut même abattre en fait les équipes autour de vous. Donc, c'est pour ça que j'en reviens en fait à la notion de prérequis de la donnée fiable. C'est vraiment votre première priorité. Vous devez être en mesure d'avoir des données révélatrices de votre fonctionnement dans un délai court. Donc, cherchez à aller vite sur la correction des données et cherchez à aller vite dans l'analyse et dans la prise de décision. Si sur la correction, vous n'arrivez pas à corriger l'ensemble des données rapidement, bah, vous pouvez tout de même vous appuyer sur un socle d'informations qui seront fiables. On reprend la loi de Pareto qui affirme qu'environ 80% des résultats proviennent de 20% des causes. Donc voilà, accordez-vous 5 à 10 minutes chaque jour pour corriger les données et cherchez derrière ça à piloter au jour le jour le bloc opératoire, à prendre des décisions journalières et hebdomadaires, cherchez vraiment à aller vite afin d'éviter le consensus. Finalement, le consensus, en fait, vos équipes doivent parvenir à un consensus uniquement lorsque les risques qui sont liés en fait à une mauvaise décision sont beaucoup plus importants que le coût des opportunités manquées. Deuxième conseil, presque philosophique, donc voilà, ne pas se concentrer sur les petites décisions. Toutes les décisions ne demandent pas le même niveau d'implication. Si on s'en réfère à la loi de futilité de Parkinson, on voit que les organisations accordent une importance qui est disproportionnée à des décisions qui sont futiles au lieu de se concentrer sur les sujets les plus importants. Donc, cherchez donc à identifier les décisions qui doivent faire l'objet d'un débat en groupe et celles qui peuvent être prises rapidement. Ça vous permettra d'économiser beaucoup de temps et de ressources. Et vous allez pouvoir diviser ces décisions en deux catégories, finalement, assez bêtes, type 1 et type 2. Qu'est-ce qu'il y a derrière type 1 et type 2? Les décisions de type 1 sont permanentes, tandis que les décisions de type 2 sont réversibles. Et donc, les décisions de type 2 qui sont réversibles doivent être prises aussi rapidement que possible, parce qu'on l'a vu, même si elles échouent, votre équipe pourra en tirer les leçons qui l'aideront à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, gardez bien ça en tête, c'est plus encourageant d'aller vite que d'être juste. Donc si on fait une erreur, en fait, et qu'on va vite, on va pouvoir corriger derrière. Donc je propose un aménagement de mes vacations bloc opératoire, j'analyse la semaine qui suit, je vois que finalement il y a eu zéro impact ou que justement la situation s'est dégradée, je réévalue cette décision en fait en la changeant, ou en l'aménageant ou en la supprimant. Ouais, c'est déjà 35, c'est passé un petit peu vite. Deux coups de pied aux fesses, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Ce que je ferai, c'est que je vous enverrai finalement mon PowerPoint dans lequel voilà, il y a des jolis textes qui sont écrits, dans lequel je compare en fait une école de 8 classes avec un bloc opératoire pour montrer en fait de façon assez violente voilà, le dysfonctionnement d'un bloc. Et vous pourrez lire également donc, un petit texte qui prend 2 minutes à lire de Philippe Zilberzan concernant donc, le syndrome du canard, où là finalement on parle de désengagement systémique en fait, et du fait que finalement on cesse de se battre parce qu'on est rentré dans une spirale de déclin. Donc je vous laisserai lire ça en fait tout seul par la suite. Je vous propose de passer sur Performance Block. Je vais juste voir s'il y a peut-être quelques questions au cas où. Hop. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas en fait à m'en faire part. Je suis toujours sur le partage d'écran. Donc, je vais aller sur Performance Block, qui est donc notre solution de BI. Et je vais vous montrer en fait comment est-ce qu'on met en pratique tout ce qu'on a évoqué en fait ensemble à l'instant. Hop. Donc, en me connectant à la plateforme, je vais arriver sur une page de tableau de bord. Donc, cette page de tableau de bord, on l'étudiera par la suite. Là, pour la présentation, je suis sur la période de 2015, mais peu importe. Déjà, la première chose que je vais faire, c'est vous montrer en fait comment est-ce qu'on doit corriger finalement les données du bloc opératoire. Donc là, je vais m'intéresser à l'hôpital du Sud, le bloc principal. Pour l'essai, on va faire le mois de mai 2019. Et je vais créer un jeu de données que je vais appeler Win.
Et là, je fais ce qu'on appelle une connexion directe, c'est-à-dire que j'envoie un message directement à mon logiciel de bloc en lui disant: «Envoie-moi l'heure d'entrée, l'heure de sortie, la date, la salle, le chirurgien». Là, pour la démonstration, on a même plus de données. Je pousse les informations et là, je suis en train d'intégrer 24 lignes. Donc ça correspond à 24 interventions. Donc, la journée d'un petit bloc opératoire. Donc on valide et donc là, on arrive sur la première partie qui consiste à corriger, ce que je vous évoquais tout à l'heure, donc les atypies. Atypie, c'est exhaustivité, chronologie, chevauchement, durée. Donc là, en exhaustivité, je vois que j'ai des champs qui sont manquants, comme l'heure de sortie ici et l'opérateur. Donc sur ma solution de BI, j'ai un système expert qui va me permettre de créer des propositions en me disant: «Bah, voilà, l'heure théorique pour la sortie de ce patient-là, c'est 10h15». Et de la même manière ici, le système expert nous dit que ça va être le docteur Calment. Donc on n'est pas sur l'intelligence artificielle, on y viendra, mais pour l'instant, en fait, c'est une algorithmie qui, sur des savants calculs, fait des propositions. Donc là, on peut avoir encore une fois un contrôle à la main. Donc vous pouvez faire ça aussi depuis des tableaux Excel, ça vous prendra juste, à peu près 10 fois plus de temps et vous arracherez les yeux. Avec une solution de BI, vous pourrez, faire ça tout simplement. Donc vous enregistrez la modification et après vous allez sur l'onglet suivant qui va consister à étudier, les hop, les problèmes de chronologie. Problème de chronologie, on voit quoi? J'ai une intervention qui a lieu en salle 3, j'ai l'heure d'entrée à 10h21, incision à 10h41, heure de fermeture 11h34, heure de sortie 11h16. Donc là, c'est l'heure de fermeture qui est erronée. Donc là, je vais, pour le coup, je vais les changer à la main et je vais, sur la base des cahiers de bloc, par exemple, vérifier et me rendre compte que la fermeture du patient a eu lieu à 10h54 et on enregistre sa modification. On en vient en fait à un point tout à fait particulier, mais assez crucial, qui est le chevauchement. Le chevauchement, c'est ce qui va apparaître en jaune ici. Qu'est-ce que me disent mes chevauchements? Les chevauchements me disent que j'ai 2 interventions qui ont lieu en même temps durant, pif, 4 minutes dans la même salle. Donc j'ai la première qui finit à 16h04 quand la seconde commence à 16h. Donc il y a plusieurs cas de figure. C'est soit je me suis mélangé les crayons quand j'ai saisi et j'ai interverti. Ici, c'était d'intervention, enfin sortie du patient à 16h et entrée du patient à 16h04 ici. Ou alors, j'ai mon cadre de bloc qui a voulu améliorer en fait le parcours de soins et qui m'a dit: «Écoute Coco, la salle 4 est disponible, donc vas-y». Donc là, on va imaginer ce qui s'est passé. Et en fait, on va garder ça en tête par la suite. Hop. Donc voilà, là, je viens de corriger en fait mon chevauchement. Donc ça, c'est toutes les erreurs d'atypie. Et donc ça, vous pouvez le faire finalement depuis un tableau Excel. Nous, on apporte une plus-value et un gain de temps sur notre solution de BI, mais c'est vrai que depuis un tableau Excel, vous pouvez tout à fait le faire, si ce n'est en fait que vous allez certainement passer à côté de certaines erreurs et y passer beaucoup de temps. Mais c'est même pas ces erreurs-là qui vont être critiques, c'est, la notion en fait d'appairage qu'on évoquait en fait tout à l'heure. Donc là, en fait, on va aller chercher des plannings. Pour la semaine 19, je travaille sur des plannings pairs et impairs. Hop, c'est ici. Donc, on va enlever ça pour commencer et on va regarder ce que j'ai. Donc au bloc opératoire, j'ai, plusieurs salles, j'en ai 7 a priori. J'ai une demi-vacation sur la salle 1, un tiers de vacation d'urgence en salle 1, 2 demi-vacations en salle 2, une complète en 3, réa en 4 et 5 et une demi-vacation d'après-midi en salle 6. Et finalement, hop, je vais chercher à regarder ce qui se passe sur mon bloc opératoire. Et c'est tout à l'heure, c'est ce qu'on évoquait. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà m'intéresser à ce qu'on disait tout à l'heure. L'intervention de 16h, vous vous rappelez? Donc, le chevauchement, 16h04, 16h. Donc là, eh ben, effectivement, quand je me mets sur l'intervention de 16h qui est en salle 4, elle est bien rattachée à la vacation, hop, d'orthopédie de la salle 3. Donc finalement, ma logique n'est pas de me dire qu'est-ce qui doit être rattaché à telle ou telle salle, mais c'est plutôt qu'est-ce qui doit être rattaché à telle ou telle vacation. Et donc là, pour le coup, cette intervention-là a été réalisée par l'équipe d'orthopédie avec les IA, des DOP, instrumentistes en fait, qui étaient affectés à cette vacation-là. Donc peu importe la salle dans laquelle cette intervention a eu lieu, je m'intéresse finalement à l'utilisation de mes ressources humaines. Donc, j'associe bien cette intervention-là à la vacation. De la même manière, ce qu'on a vu, c'est que l'intervention qui était en salle 1, et ben, en fait, je l'ai associée, en fait, parce que, comme je vous racontais, peut-être que la salle n'était pas encore armée à ce moment-là. Je reviens vite fait vous voir, savoir s'il y a des questions. N'hésitez pas à me couper en cours de route. Toujours pas. Bien, continuons. Donc une fois qu'on a fait ça, on sait qu'on a des indicateurs qui vont être, robustes et fiables. Donc, vous l'avez vu, on a une page de tableau de bord. En se connectant, on est arrivé sur une page de tableau de bord. Donc là, moi, pour l'animation de ce webinaire, je vais me concentrer sur 3 types de tableaux de bord. Le tableau de bord tendance, organisation et désorganisation.
Donc tendance, c'est juste un regard macro que je vais avoir sur mon bloc opératoire. Et donc là, je vais regarder uniquement ce qui s'est passé de novembre 2015 à décembre 2015. Donc, de manière macro, je vais déjà savoir quels sont en fait mes principaux TVO et TROV en fait sur mon établissement sur les derniers mois. On en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on va chercher à se concentrer? Si je prends l'esthétique ici, on voit qu'on a 10h33 finalement de TROV et à peine plus en fait de TVO. Donc finalement, est-ce que je dois mettre beaucoup d'énergie sur l'amélioration de l'esthétique ou est-ce que je dois déléguer les prises de décision au chef de service et moi me concentrer sur l'ortho, le viscéral et le vasculaire? Donc bien entendu qu'on va chercher par la suite à se concentrer sur ces 3 spécialités. Donc on est sur du macro, on regarde s'il y a eu des gros dysfonctionnements. Nombre d'interventions faites par mois, bah voilà, on est resté assez constant. Là, je vais voir par rapport à mes spécialités, je vois que finalement, bah voilà, il y a des systèmes de vases communicants, il y a peut-être un peu plus de voilà, de rythmo, un peu plus en fait d'ORL, parce que c'était en décembre, donc prise en charge de patientèle d'enfants, par exemple, donc qui peut justifier l'augmentation. Mais il n'y a rien de bien critique. L'ortho a un peu baissé, très bien, bon, normal. Je vérifie en fait l'ambulatoire et l'hospitalisation. Donc en fait, bah là, je vois surtout sur mon tableau que j'ai un souci parce que finalement, là, je vois que j'ai un niveau d'hospitalisation enfin, j'ai des chiffres sur l'ambulatoire et sur l'hospitalisation, mais ici, j'ai du non défini. Donc ça veut dire que là, j'ai centré une intervention sur lequel je n'ai pas l'information pour me dire si c'était d'hospit ou de l'ambulatoire. Donc là, j'ai un sujet à traiter avec le DSI, par exemple. Et puis on continue à regarder. Finalement, sur les temps productifs, qui est-ce qui me pose le plus de soucis? Ortho, viscéral et ORL. Donc on a dit qu'ORL, on n'avait peut-être pas forcément travaillé dessus tout de suite, parce que rappelez-vous, hop, c'est ortho, viscéral et vasculaire qui m'intéresse. Et il se trouve que ortho, viscéral et vasculaire, ce sont ceux qui me posent le plus de problèmes en fait sur les TVO vides. J'ai 200 heures de TVO vides sur les 2 derniers mois en fait en vasculaire par exemple, 136 en ortho et 107 en vasculaire. Donc voilà. Là, l'information qu'on prend de manière macro, on prend un papier, un crayon, on dit qu'on veut surtout regarder en fait l'ortho, vasculaire, viscéral. On met un petit point d'exclamation en disant bah voilà que les TVO vides, c'est un sujet qui m'intéresse et que je vais traiter. Et puis on va continuer en fait dans ces tableaux de bord. Puis on ira voir les indicateurs d'organisation. Donc les indicateurs d'organisation, ça va être nos 3 indicateurs clés. C'est le taux d'activité ressources, le taux d'occupation des vacations et le taux d'activité en vacation. Donc le taux d'activité ressources, c'est savoir si finalement j'ai utilisé correctement et à bon escient en fait le bon volume de ressources humaines. Donc en fait, je peux être sur un niveau de 90 ou 100% de taux d'activité ressources. C'est par rapport en fait à ma vacation. J'avais 10 heures de personnel mis à disposition. Et durant ces 10 heures, voilà, j'ai utilisé en fait 9 ou 10 heures de personnel. Donc je suis bien dimensionné. Là, dans mon établissement, on voit que ce n'est pas le cas. Je suis uniquement à 63 et à 61% sur les 2 derniers mois. Et en fait, quand on regarde de manière un peu plus spécifique sur les jours de la semaine, on voit qu'il n'y a pas forcément des creux ou des pics plus spécifiques. On est mauvais partout, un peu moins bon en fait, moins mauvais pardon, le mercredi et un peu moins bon en fait le jeudi. Et donc, bah, ce taux d'activité ressources, encore une fois, on va le regarder par spécialité. Il faut avoir un regard par spécialité et après on peut rentrer au niveau de l'opérateur. Bah, en fait, on voit que l'obstétrique, ça déborde beaucoup. Donc là, c'est pas que c'est pas un sujet, c'est juste que c'est relativement normal du fait des urgences en fait obstétriques. Et puis la question elle se pose, est-ce que finalement j'ai une salle qui va être dédiée à l'obstétrique ou pas dans mon établissement? Enfin voilà, l'obstétrique est toujours un sujet, mais c'est pas alarmant de voir en fait un taux en fait exploser comme ça. C'est inquiétant pour les équipes, c'est toujours les mêmes équipes parce qu'on tire fortement dessus, donc on a un risque d'usure. Mais bon, là, il y a un sujet qui est assez classique à traiter. Et de façon générale, bah, on voit qu'en rythmo, je suis bien, en uro, je suis pas trop mal. Et puis après, bah, les autres, ça commence à se dégrader. Gastro, j'ai un gros souci qui sera étudié. Donc, on n'a certainement pas mis à disposition suffisamment de TVO. Donc, voir en fait ce qui s'y passe spécifiquement. On jette un coup d'œil au taux d'occupation des vacations. Donc, la cible est aux alentours de 80 ou 85% à voir. Donc, je vois que dans mon établissement, bah, je suis pas forcément excellent, je suis plutôt bon en fait en obstétrique, plutôt bon en fait en rythmo, vasculaire ça se tient à peu près, mais sinon je suis en deçà en fait des scores, donc il y a un vrai sujet d'occupation des vacations sur mon établissement. Et puis activité en vacation, c'est de savoir si j'ai travaillé durant les bornes de ma vacation, entre 8 heures et 18 heures par exemple. Si je suis sur en fait un taux d'activité en vacation de 100%, ça veut dire que j'ai fait tout mon travail durant les bornes
8h, 18h qui étaient dédiées à ma vacation. Si je suis à 50%, ça veut dire que la moitié de mon activité a eu lieu quand mes équipes n'étaient plus dispo. Donc, ça veut dire que je vais forcément faire du débordement avant et après TVO. Donc, on a vu que voilà, dans l'ensemble, voilà, il n'y a pas de réel sujet qui sort, si c'était en fait qu'on est plutôt moyen partout. Donc, on va aller un peu plus loin dans finalement la désorganisation, où là, on va voir finalement tout ce qui est temps improductif et débordement. Donc, je vois que, de façon générale, sur mon établissement, le sujet, c'est essentiellement les fins précoces. En volume, on voit qu'on est à 222 heures sur le mois de décembre. Et fait en pourcentage, c'est pareil. On est sur des scores qui sont aux alentours de 15%, sachant que la norme à avoir, c'est aux alentours de 5% pour fin précoce, 5% pour temps interpatient et 5% pour démarrage tardif. Donc, on voit que voilà, pas vraiment de sujet sur temps interpatient et des démarrages tardifs, mais réel sujet sur fin précoce. Donc, ça, c'est pareil. Focus sur fin précoce. Est-ce que je dois faire ce focus partout ou pas? C'est là, en fait, on va regarder par spécialité. Et on se rend compte que sur les derniers mois, finalement, c'est l'ortho, le viscéral qui sont très, très consommateurs de fin précoce. Le vasculaire également. Et l'ORL est sur un niveau en fait, relativement important compte tenu en fait, des TVO. Donc voilà, il y a des sujets qui sont évoqués sur ces différentes spécialités. Et en fait, on peut comparer ça sur un niveau de taux. Et quand on voit l'ORL, effectivement, on est à 26% pour 26 heures. L'ophtalmo, on est sur un taux qui est important, mais encore une fois, voilà, c'est un faible. On a dit que c'était laquelle, pardon, l'ophtalmo, qui est tout, je ne retrouve plus, qui est là. C'est 16 heures. Donc voilà, 16 heures, ça reste du chiffre, mais comparé en fait aux 120, 30, 150 heures en fait, qu'on peut avoir sur les 4 autres spécialités, ça ne va pas être ma priorité. Donc une fois qu'on a fait ça, par la suite, ça va me permettre de rentrer en fait dans mes indicateurs et de produire des rapports à la volée. Donc là, c'est déjà 3h moins 10, donc je vais juste vous montrer en fait le fonctionnement de la plateforme, enfin d'une solution de BI et comment est-ce qu'on va pouvoir finalement produire des rapports. On va tout fermer ici. Hop. Donc là, en fait, on va dire, on sort un peu de l'exemple qu'on a vu auparavant, et c'est juste pour vous montrer le système. Je veux savoir combien est-ce que j'ai fait d'intervention. Je veux savoir combien j'ai fait d'intervention sur une notion de spécialité, opérateur, et puis geste opératoire. Et puis, je veux décliner ça sur notion de jour de la semaine, par exemple. Admettons, pourquoi pas. Donc là, en fait, en un clic, j'arrive en fait à avoir les informations pour tous les lundis de mon mois de novembre et décembre 2015. Je sais quel nombre d'interventions en fait, a fait l'ortho, le viscéral, l'arythmo. Quand je vais cliquer sur l'ortho, je vais rentrer dans le détail opérateur par opérateur. Et quand je clique sur un opérateur, je vais voir ce qui va se passer, ce qu'il a fait, geste opératoire par geste opératoire. Et donc, si on hiérarchise différemment, si on met geste opératoire avant l'opérateur, forcément, on obtiendra une réponse qui va être différente. En ortho, on a fait quoi? On a fait ces gestes-là. Hop, les coiffes, on a passé, les acromios, qui c'est qui les a faites? Meurice Glad, etc. Selon cette répartition. Ici, j'ai un petit plus qui va me permettre d'enregistrer un tableau. Là, j'ai un autre petit plus qui va me permettre d'enregistrer un graphique. Et donc là, en fait, on en revient à cette logique qui était de dire tout à l'heure que le contrôleur de gestion et le cadre vont produire des mémos pour vos équipes. Donc là, on va accéder au rapport en cours. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Donc là, j'étais en train de rédiger en fait un mémo. Donc là, sur la gauche, en banque d'images, il y a le graphique que je viens d'enregistrer et le tableau que je viens d'enregistrer. Si jamais je le prends et que je le glisse, ça ressemble à rien, mais peu importe. Juste pour l'exemple, voilà, je peux faire en fait un rapport automatique à la volée comme ça. Et donc je rédige au fil de l'eau. Et donc là, le principe, hop, on va aller là-dessus, c'est de produire un mémo qu'on va communiquer à l'ensemble en fait des acteurs du conseil de bloc. Donc la première page, c'est un résumé. J'explique ce qui s'est passé sur mon bloc opératoire. J'ai une activité qui est stable en novembre et décembre. J'ai des temps d'intervention qui sont cohérents sur le volume. Incidence des vacances scolaires, très bien. Problème de paramétrage, ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait un champ qui n'apparaissait pas sur ambulatoire hospitalisation. Tension RH en obstétrique. Mauvais score sur mes 3 indicateurs clés. Donc, ça veut dire quoi? Que les équipes paramètres ne sont pas assez utilisées, les vacations sont trop souvent incomplètes et l'activité patient réalisée dans les bornes du TVO. Les temps productifs, on en parlait tout à l'heure, donc on a des débordements en fait, après TVO.
Gros gâchis sur les TVO vides, donc il y a plus de 700 heures sur les 2 derniers mois, quand on regardait en fait les 3 spécialités, concernées. Et donc fin précoce, en fait, j'ai un sujet, qui est relié en fait à l'occupation des vacations. Donc derrière, bah, c'est la liste de devoirs. Le RSI, je lui demande d'aller voir le paramétrage pour réparer le champ manquant. Les chefs de service viscéral, ortho et vasculaire, je leur demande en fait à partir de Performance Block. Alors ça, encore une fois, c'est quelque chose qui suivant la gouvernance et suivant en fait les liens que vous avez créés avec vos collaborateurs. Et, qui est-ce qui va donner des devoirs à qui? Comment est-ce qu'on procède? Voilà, moi je pars du principe qu'on peut faire comme ça et ça c'est quelque chose que certains de mes clients ont réalisé. Donc on invite les chefs de service viscéral, ortho et vasculaire à aller sur une plateforme de BI Performance Block et d'évaluer le potentiel d'activité, de regarder en fait leurs 3 indicateurs clés et de donner des explications par rapport en fait au faible volume. Est-ce que finalement le volume a baissé et il faut recalibrer les TVO ou pas? Le cadre va faire une analyse des débordements sur les faibles TVO. En conseil de pôle, on en parlait tout à l'heure sur le fait d'aller vite ou d'avoir un consensus. Donc là, en fait, bah, on va chercher à avoir un consensus sur les TVO vides. Donc, on va préparer une note de rappel concernant les règles d'annonce des congés fixées par la charte de bloc, parce qu'on a un volume qui est vraiment énorme. Et on va expliquer en quoi cela pénalise. Et en parallèle, on va construire une trame de vacation saison haute, moyenne et basse sur l'année, pour en fait que les congés soient posés à temps et qu'on puisse anticiper donc les absences en fait et gérer les équipes paramédicales en face. Voilà, donc après chef de pôle pour analyser les fins précoces, obstétrique, on lui demande de faire un mémo rapide, etc. Et donc tout ça, c'est le résumé, la to-do de tout ce qui a été compilé en fait auparavant, sur lequel j'ai fait juste du glisser-déposer. J'ai récupéré en fait mes tableaux et mes graphiques et j'ai fait une analyse toute bête de ce qui se passait. Là pour le coup, bah voilà, le contrôleur de gestion est légitime pour naviguer, pour voir les atypies, et le cadre de bloc est légitime pour interpréter les chiffres. Voilà, c'est 3h moins 5. Je vais fermer ça. Je vais retourner ici. Je vais hop, arrêter le partage. Et puis, je vais vous écouter si jamais vous avez des questions. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas, en fait, dans la barre de chat, à me laisser vos mails si vous voulez que je vous envoie la présentation. Très bien. Eh ben, écoutez, on va rester là pour aujourd'hui. On a fait l'essai sur LinkedIn. Je vois quand ça fonctionne. Je ne sais pas si on réitérera l'expérience. Donc n'hésitez pas, si jamais, donc mon mail c'est Charlet, je vous laisse ici, je ne sais pas si je peux écrire. Je peux plus faire ce que je veux. Non, bah je peux plus écrire. Hop, enfin, vous m'écrivez sur LinkedIn pour me demander si besoin donc le support de présentation. Il y a tout le texte en fait qui a été rédigé, donc vous pourrez le consulter si besoin. Et puis pour ceux qui ont des questions spécifiques à leur organisation au bloc opératoire, qui veulent voilà, savoir ce qu'on peut apporter ou pas, en tout cas quel regard on a sur leur activité, qui n'hésitent pas en fait à m'en parler. On ne fait pas que vendre, on parle aussi avec les gens gentiment et gratuitement, vous savez, donc n'hésitez pas à nous solliciter, qu'on puisse vous parler de ce qui se passe de bien ou pas sur différents plateaux, en fait, chez différents clients. Parfait. Eh ben, je vous remercie. À bientôt.